Plein de gens n'ont pas compris ce film et j'ai de nouveau envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de reparler de l'Odyssée de Christopher Nolan. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film. J'en ai déjà parlé évidemment de l'Odyssée. J'ai fait une critique entière. Regardez-moi cette miniature. Paralysie du sommeil. J'ai fait une critique entière où je parle du film en détail. Je vais pas répéter ce que j'ai dit là. Là, c'est des nouvelles informations, c'est des réponses à des commentaires, des réponses à d'autres youtubeurs, choses que j'ai vues sur TikTok et tout. C'est vraiment une deuxième vidéo pour approfondir le sujet, expliquer certaines choses qui n'ont pas été comprises par pas mal de gens. J'ai fait une deuxième vidéo aussi pour comparer l'IMAX et pas l'IMAX parce que j'ai vu le film une fois en cinémascope classique traditionnel et une fois en IMAX 110 mm à Bruxelles. Donc, allez voir cette vidéo pour le comparatif et le débat autour de l'IMAX. Je vais pas me répéter non plus sur ça. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais spoiler. Pour le coup, là, je vais tout spoiler. Évidemment, pour moi, c'est crucial aujourd'hui pour en parler en détail. Mais il faut reparler de l'Odyssée, car j'en ai envie et je vois plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous avez Avatar 3 ou Jumpers. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà Projet Dernière Chance. Et sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max. Vous allez avoir Marty Suprême, Hurlevent ou encore La Momie. Et oui, CyberGhost propose des serveurs dédiés pour les plateformes de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Connectez-vous à un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, chose que je vous conseille. Ça va marcher, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça fonctionne sur d'autres abonnements aussi comme Letterboxd, Patreon. Et en plus de ça, vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous embêtent aujourd'hui, vous demandent votre carte d'identité et vous avez juste envie de vous Christopher Nolan en paix. Avec un VPN, c'est possible. En plus, quand vous regardez certains films d'une manière un peu spéciale, clin d'œil, en tant que cinéphile, vous avez envie d'être en sécurité et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN. Bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Premièrement, j'ai envie de parler de la musique. Il y a plein de gens qui n'aiment pas la musique. Je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui s'attendaient à de la musique de péplum, classique, type années 60, 70, comme on faisait à l'époque, ou alors même comme on a fait récemment avec les néo-péplum, Gladiator, 3, Alexandre, voilà la nouvelle vague à la Ridley Scott de maintenant, plus ou moins Ridley Scott évidemment, et l'ancienne un peu à la David Lean, les Cléopâtres, les 10 commandements, ce genre de grands films épiques de l'époque. C'est pas du tout ce genre de musique. En fait, Ludwig Göransson, il a une approche plus expérimentale, complètement différente, qui fait plus limite parfois science-fiction mélancolique, qui pourrait passer dans un Blade Runner plutôt que dans un péplum historique. Et je trouve que ça, la force justement de l'œuvre, c'est de pas coller au code habituel du genre, de tester un truc qui est profondément triste, nostalgique, même si le terme c'est encore une fois plus mélancolique, de tragique en même temps, pas tomber dans le classicisme habituel de l'œuvre, c'est varié, c'est nouveau. Je vous jure, hein, j'ai écouté l'album 2 fois entre-temps. J'ai vu le film 2 fois aussi, et il faut savoir qu'une musique de film, elle est faite pour le film. Elle n'est pas faite pour l'album, hein, je précise. C'est vraiment fait pour un film. Mais j'ai quand même écouté l'album parce qu'il y a des choses que j'aime bien. Donc je trouve que c'est vraiment assez rare de voir ça aujourd'hui. C'est nouveau, c'est différent, c'est intemporel. En même temps, il a pris des instruments qu'ils ont recréés de l'époque. J'ai vu les making-of et tout. C'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Il y a une chorale, des chants et surtout, ce qui est fou, c'est la diversité. Franchement, quand vous écoutez l'album, vous vous rendez compte à quel point il y a des chansons, des mélodies. Alors, il y a un leitmotiv qui revient, surtout celui des sirènes, qui est en réalité pas celui des sirènes, mais celui des regrets et la culpabilité d'Ulysse. Donc ça, il revient constamment. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le travail sur le leitmotiv et à quel point c'est différent, quoi. Hadès, j'allais dire les enfers, mais le son s'appelle Hadès. C'est tellement différent du reste. Et en fait, ça colle bien parce que les enfers, c'est différent du reste. Il y a plein d'idées comme ça. La chanson Ithaca, Ithaque, du coup, c'est complètement différent du reste. C'est genre l'appel à la maison, la tristesse et tout. Pénélope, c'est un peu la douceur. Il y a un truc un peu romantique. Le thème d'Ulysse, Odysseus, du coup, dans la bande originale,
c'est le meilleur, quoi, en fait, parce que c'est la compilation de tous les sons, de tous les leitmotifs que tu as entendus avant. Et moi, j'étais tellement repris par la musique au deuxième visionnage. L'album, je l'ai séché 2 fois, j'ai envie de le réécouter. Il y a des sons que j'adore. Le travail sur le son de l'arc, le mélange entre la musique dans le film et en dehors. Franchement, pour moi, c'est génial, quoi. En plus, l'album et l'affiche, si vous remarquez bien, c'est un même nom qui va en enfer. Donc, je trouve ça assez génial comme idée aussi. Pour moi, la musique, c'est une vraie réussite. Est-ce que c'est Oppenheimer ? Je trouve qu'Oppenheimer, il y a un thème qui ressort, qui est iconique, qui est trop bien, et il rebosse ce thème tout le long du film. Là, c'est tellement différent et nouveau que ça gagne pour moi. Franchement, il y a des points qui sont donnés à cette BO. Il mérite une nomination à l'Oscar. Je trouve que c'est un travail assez dingue. Et plus vous écoutez la musique, plus vous pensez au film et aux scènes, plus vous regardez le film. Je l'ai vu 2 fois, tu vois, donc j'ai pu analyser un peu les différents moments musicaux. Franchement, c'est génial, quoi. Je trouve que c'est une BO extraordinaire. Je trouve que c'est magnifique. Moi, je l'ai réécouté, j'ai envie de la réécouter. Il y a des moments, enfin, il y a le chant des sirènes. Pour moi, c'est un moment iconique maintenant dans l'histoire du cinéma, quoi. C'est une mélodie qui va revenir, qui sera réutilisée dans beaucoup de gens d'internet, la culture web et tout ça. Il y a déjà une traîne un peu sur le chant des sirènes avec ces notes très mélancoliques et tristes et tout. Franchement, pour moi, c'est un album qui mérite d'être écouté. Ça vaut le coup de lui donner une chance parce que oui, c'est pas un album classique de peplum à la John Williams, à la Hans Zimmer et tout. C'est Ludwig Göransson. Moi, je trouve que Göransson, j'ai déjà dit, hein, c'est genre l'un des meilleurs compositeurs en activité. Là où Zimmer, mis à part Dune, il a pas fait un truc bien depuis Interstellar, Göransson, il enchaîne. Franchement, qu'on l'aime ou pas, entre Creed, Black Panther, pareil, qu'on n'aime pas Black Panther ou pas, la musique était vachement bien. Avec récemment Oppenheimer, avec évidemment Sinners l'année dernière. Là, il ressort une BO trop fort. Franchement, c'est le digne héritier d'Hans Zimmer, mais encore une fois, il tente des choses, quoi. Toute sa carrière, tout ce qu'il a fait, c'est tellement nouveau. Il tente tellement de trucs différents, même dans Mandalorian et Grogu même. Hein. La musique, le côté western et tout, le côté, vous savez, la scène avec, enfin, vous savez pas parce que personne n'a vu Grogu, mais la scène avec justement Grogu tout seul dans la forêt là, il y avait un truc musical vachement bien. Et Göransson, il est trop fort. Et franchement, quand vous allez revoir l'Odyssée, quand vous allez écouter la BO, vous avez le droit de pas aimer, attention, je dis pas. Mais franchement, respect sur le travail, sur à quel point ils ont vraiment tenté un truc nouveau. Ils auraient pu faire à la 3, tu sais, musique classique, orchestre et tout. Il n'y a pas d'orchestre ici. Franchement, alors peut-être il y a des chansons avec orchestre, mais il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait avec quelques membres, quelques petites musiques et tout, des trucs vraiment intimes et forts. Et j'adore cette prise de position. J'adore la manière dont ils se sont dit, ok, on va faire ça, c'est un risque, mais ça va déchirer et ça déchire. Et oui, encore une fois, moi je pense que ça fait plus limite SF à certains moments. Il y a des vibes un peu évangélistes, je trouve, dans la BO. Mais globalement, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et moi, je défendrai la musique toute ma vie. Maintenant, j'ai envie de parler des gens qui ne trouvent pas l'œuvre grandiose. Alors, avec tout le respect, mais vraiment avec tout le respect. Moi, vous savez, les films blockbusters américains, je les ai tous vus de ces 30 dernières années. Et je vous jure, j'en connais pas un qui a la cheville, littéralement, de ce film. Même ceux que j'adore, comme Gladiator 1 et 2. Alors, le 1 est très épique, le 2 un peu moins à cause des CGI, je trouve. Mais l'échelle de ce film, le voyage, le tournage, 6 pays différents, des décors gigantesques, des bateaux sur la mer, quasiment tout fait pour de vrai. Le Cyclope, c'est une marionnette, il y a des vrais dauphins. Ce genre de truc, impossible quoi aujourd'hui. Impossible, il y a un mec qui fait ça. Nolan. Et même avant, il faisait pas ça. Il faisait un mec dans des chambres où il parlait de la bombe atomique et tout. Mais franchement, je vous jure, il y en a pas des films comme ça. Je sais pas ce que vous avez vu dans votre vie récemment, genre avant d'accord, il y avait une époque des péplums américains, vous savez les années 50, 60 où il y avait ces grandes œuvres légendaires, encore une fois qui sortaient, vous savez ces films qui coûtaient extrêmement cher, qui ont ruiné des studios, enfin ces grands films d'époque. Mais les gars, on parle des années 50, 60, vos darons ils étaient pas en vie. Hein. Là, ça fait je sais pas combien d'années, moi je vous le dis depuis Titanic, il n'y a pas eu un film comme ça quoi. Un film américain comme ça, avec cette envergure, cette échelle. On parle vraiment de taille, encore une fois. Je sais pas, il y a les gens, ils disent des trucs. Moi, j'ai pas vu une aventure navale, maritime, mythologique, fantastique, ce que vous voulez, comme ça. J'ai ajouté de drame historique, au fait, dans mes critères. Je vais même ajouter, genre, allez, Heroic Fantasy. Franchement, depuis le Seigneur des Anneaux, si on rajoute l'Heroic Fantasy, il y a pas. Il y a pas quelque chose comme ça. Genre 3, je vais le revoir là cette semaine, je vais en faire une critique de 3. Mais 3... il y a des vrais problèmes de mise en scène qui font que c'est pas au niveau de ça. Là, en termes de boulot, en termes de ce qu'ils ont accompli, c'est quasiment du jamais vu, quoi. Dans ce siècle-là, je précise. Donc franchement, les gens qui nous disent « ouais, c'est pas impressionnant en termes d'échelle », encore une fois, je parle vraiment de gigantisme, pas du côté technique ou la mise en scène, je parle vraiment du côté genre, c'est un grand film épique. Il n'y a pas plus épique que ça, les gars. Que vous aimiez ou pas le film, vous n'allez jamais faire plus épique que ça. Genre Nolan, qu'est-ce qu'il va faire après? Même lui, enfin, je me demande Nolan... qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant?
Genre, franchement, il a atteint le truc. T'sais. Pourtant, on s'est dit, il a fait Batman, il a fait des gros trucs énormes. Inception, c'était quand même assez énorme. Interstellar, c'est l'espace et tout. Là, il a fait la guerre avec Dunkerque. Il fait quoi, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais sans déconner, qu'est-ce qu'il peut faire, là? Comment il peut faire plus? Est-ce qu'il va faire moins? Il veut pas faire moins. Il a dit que si l'on lui donne du budget, il va toujours faire plus. Donc, comment est-ce que Nolan, aujourd'hui, va faire plus que ça? Genre, c'est pas possible. Tout ce qu'il peut faire de plus, c'est des grandes batailles épiques, quoi. Genre qu'il fasse, je sais pas, Guerre et Paix, Napoléon. En fait, c'est vraiment ça qui lui manque. Il lui manque vraiment un film, genre, méga grandiose, où c'est deux armées qui se rentrent dedans, quoi. Mais c'est tout. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Sans déconner, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient de faire une aventure gigantesque, et je comprends pas ce qu'il peut faire de plus. Même un truc de fantasy, heroic fantasy, bah en vrai, ça c'est un peu l'heroic fantasy. Hein. Oui, c'est un peplum, oui, c'est un drame historique, si vous voulez un petit peu, mais c'est aussi l'heroic fantasy un petit peu, quoi. C'est la mythologie. Donc, qu'est-ce que Nolan peut faire de plus? Je n'en sais rien pour le coup. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous pondre dans 3-4 ans, quoi. Parce que là, franchement, incroyable. J'ai envie de parler aussi d'Eumée. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas fans d'Eumée parce qu'il jetait un chien au début du film. Alors, écoutez-moi, hein, ce qui est important à savoir dans ces films-là, c'est que ça reste quand même des gens de l'époque. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Genre, limite, t'agresses un mec, il peut te tuer, quoi. On l'a vu avec Télémaque, qui est le même gars, le prétendant, là. Donc, en fait, qui jette un chien d'une falaise. Bon, hein, ça va, hein, c'est pas la chose la plus grave qu'ils font dans le film. C'est quand même des gens qui pillent, qui violent, qui tuent. Il y a un moment, jeter un chien, mais moi je suis vegan, hein, mais jeter un chien, ça va. Hein. Et c'est le but, au fait, c'est de voir des personnages qui sont clairement moins manichéens, qui sont pas que gentils, qui vivent à une autre époque, qui ont un code moral différent, mais qui sont quand même identifiables par rapport à notre société à nous d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, et avec lesquels on peut créer une réelle empathie, pour le coup. Et ça, même si le mec a buté un chien au début, ce qui est quand même un code de cinéma pour dire que c'est un méchant. En fait, c'est genre le mec le plus loyal par rapport à Ulysse, le mec le plus sympa. D'ailleurs, si je parle d'Ulysse, il y a un truc assez intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ou qui savaient pas qu'en fait, l'Odyssée, pour nous, c'est l'Odyssée et Ulysse. Mais pour les anglophones, c'est The Odyssey et Odysseus. Odysseus, c'est le nom qui a été donné en grec à Ulysse. Et à l'époque, parce qu'il y a des films qui s'appellent genre Ulysse, genre Ulysses, à l'époque, en fait, les anglophones, ils prenaient le terme latin, parce que latin, c'est Ulysse. Latin, romain, ce que vous voulez. Donc nous, on a pris le terme latin, parce que c'est une langue latine, le français, donc on dit Ulysse. Mais du coup, les anglophones, ils ont pris le terme grec, Odysseus, donc l'Odyssée, quoi. Et c'est pour ça que c'est The Odyssey et Odysseus. Et chez nous, c'est l'Odyssée et Ulysse. C'est une question de langue, et du coup, les anglophones, ils ont préféré prendre la version grecque. Mais c'est récent, en fait, parce qu'à l'époque, les films américains, c'était Ulysse. Ils disaient vraiment Ulysses. Donc si vous voyez des vieux films anglophones, je crois de mémoire que dans Kirk Douglas, il s'appelle Ulysse, de toute façon, le film. Donc oui, voilà, c'est réglé. Mais voilà, il y a ce truc vraiment hyper intéressant sur le changement de la langue et pourquoi il y a plein de gens qui étaient étonnés que c'est maintenant Odysseus, parce qu'ils ont pris le terme grec, c'est juste ça. Voilà, je voulais juste préciser pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui se posaient la question, qui ont découvert ça récemment. Ensuite, il y a un truc assez intéressant aussi sur le concept, en fait, du film. Il y a plein de gens, surtout de droite, d'extrême droite, qui sont passés un peu à côté du message. En fait, ça parle d'immigration aussi tout de même. Tout le concept et le fondement de la société grecque de l'époque, c'est l'hospitalité des inconnus. Et c'est ça, en fait, le cœur même de l'œuvre, hein, c'est que Ulysse va bafouer cette hospitalité, parce qu'à la base, normalement, t'es censé accueillir tout le monde. T'es censé les aider, t'es censé avoir le monde entier chez toi et être OK avec ça, les nourrir, les loger et tout. Hein, l'immigration, quoi. Et là, c'est pour ça qu'Ulysse devient Oppenheimer, c'est qu'en fait, il a bafoué ça. Il a utilisé cette règle ancestrale de la société qui était littéralement juste, voilà, il faut accueillir tout le monde, on a les mêmes dieux, tout ça, pour trahir, et il se sent coupable, parce que cette trahison-là, elle a détruit le monde. Elle a détruit vraiment la confiance entre humains, elle a détruit le fondement le plus basique de leur société. Et forcément, il se sent coupable, évidemment, parce que c'est ça le propos de l'œuvre, et ça qui est intéressant, c'est une nouvelle approche tragique de Ulysse et de l'Odyssée. C'est un mec qui n'est pas un héros légendaire, mais au contraire, c'est le mec qui a détruit le monde. Il a gagné la guerre, mais à quel prix? C'est comme Oppenheimer, en fait. C'est vraiment le même propos qu'Oppenheimer. Oppenheimer a gagné la guerre. À quel prix? Il a changé le monde pour toujours. Et au fait, c'est la même histoire, c'est le même propos. Il y a des gens qui disent sur les réseaux que Nolan se sent coupable d'avoir créé la mode des super-héros, d'avoir changé le game du cinéma avec The Dark Knight. Bon, c'est peut-être vrai, hein, mais je vois pas comme ça. Je pense que Nolan, c'est quand même un mec qui est très instruit, qui voit le monde d'aujourd'hui et qui voit les regrets des précédentes générations qui ont laissé un nouveau monde à ses enfants, à Nolan, et au nouveau monde qu'on voit
aussi dans Oppenheimer, mais surtout à ses enfants d'aujourd'hui, parce que quand même il parle beaucoup de ses enfants dans ce film-là, avec Télémaque et le nouvel espoir qu'il représente, mais il est un peu déçu du monde que l'ancienne génération a laissé à la jeunesse. Et je pense que ça qui est très fort chez Nolan, c'est qu'il arrive à prendre des mythes. Alors Oppenheimer, c'est quand même assez direct, mais là, l'idée de prendre quand même le cheval de Troie, qui est quand même la ruse ultime, le truc en mode je t'ai eu, je suis hyper intelligent, je vais y arriver, on va gagner la guerre grâce à ça, et le retourner contre littéralement la société, le monde, la culpabilité d'Ulysse, moi je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est une super idée, c'est une approche qui est hyper intelligente, qui est grave touchante, et ça montre vraiment le point de vue de Nolan sur le monde aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui se plaignent de phrases type l'âge de bronze est terminé. Vous savez, Ulysse, il a ce speech à la fin qui est hyper touchant, c'est la meilleure scène du film, la musique il est incroyable, t'as envie de chialer. Pour moi, c'est la scène la plus émouvante de la filmographie de Nolan, quoi. Je trouve que c'est vraiment hyper réussi. Oui, je le répète, plus qu'Interstellar, mais il a détruit son monde. Il dit cette phrase, l'âge de bronze est terminé. Et t'as tous les historiens qui sont en mode ouais, mais au fait, l'âge de bronze, c'est un truc qu'on dit depuis le 18e siècle. En fait, c'est un film, premièrement, et deuxièmement, c'est justement le propos. L'âge de bronze, il est en opposition avec le nouveau monde qui arrive, les géants de fer, ce genre de truc, quoi. En fait, son monde est mort, quoi. C'est juste une manière de dire que voilà, le monde d'avant est décédé, on s'en fout de comment c'est dit, de ce que c'est juste, voilà, pour dire à tout le monde, et pour que lui, il ait compris aussi, dise à Athéna qui pleure, cette scène, elle est géniale, Athéna qui pleure devant lui, c'est magnifique, c'est sa culpabilité qui part, quoi, qui s'accepte. Je trouve que c'est une super séquence, mais c'est lui qui se rend compte qu'en fait, c'est le destructeur de ce monde, quoi. Comme Oppenheimer. C'est lui qui a anéanti le beau monde qu'il avait avant. Avant, il rigolait, il faisait pas la guerre, c'était mignon et tout. Là, ils vont à la guerre pour des raisons économiques de merde. Là, ils reviennent de la guerre, ils ont fait n'importe quoi, on va en parler. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la culpabilité de cet homme-là. Et je trouve ça génial. C'est beau, c'est fort. Et il aurait pu mourir à la fin, Ulysse. Moralement, il aurait pu mourir. Et en vrai, je pense que si Nolan avait fait ce film il y a quelques années, un peu comme The Dark Knight Rises ou pas, peut-être il aurait pu le tuer, quoi, j'en sais rien. Mais en fait, le fait de le laisser survivre alors que c'est le méchant, Ulysse de l'œuvre, c'est lui qui a tué le monde, je trouve que c'est hyper intéressant. Il lui dit, ok, nouvel espoir, c'est Télémaque qui va essayer de sauver le monde. Et il y a tout ce débat sur les Sea People. Vous savez, les gens des mers, j'imagine, en version française. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi on parle de ces gens-là. Mais en fait, les Sea People, c'est des gens qui viennent littéralement piller, violer, tuer les gens sur des îles. Et tout le monde a peur de ces Sea People. Mais c'est qui ces gens-là ? C'est Ulysse. C'est eux, en fait. C'est les vétérans de la guerre de Troie qui sont en train d'essayer de trouver leur chemin à la maison et qui s'arrêtent à droite à gauche et ils pillent. Ils violent, ils tuent, quoi. Vraiment, c'est ça l'idée. C'est qu'ils sont tellement, affamés, ils ont tellement fait la guerre, ils sont tellement dépités par la vie qu'ils ont commencé à tuer, ils ont commencé à piller et ils sont en train de rentrer à la maison. Mais forcément, les gens en parlent. Du coup, t'as cette vague de gens qui pensent que des gens vont venir les buter, mais ces gens-là, c'est les vétérans de Troie. C'est ça le truc, au fait, dans le film. C'est ça le symbole. C'est que la menace existentielle qui est mise dans la tête des gens, c'est les gens eux-mêmes, quoi. Il y a encore ce truc sur l'immigration où les gens, ils pensent qu'on va se faire envahir et tout, alors que le vrai problème, il est intérieur. C'est la société elle-même qui a envoyé les gens d'Ithaque, les gens de Sparte et tout, à la guerre de Troie. Ils reviennent complètement traumatisés, avec plein de problèmes, et sur le chemin, ils défoncent tout, au point que les gens, ils ont peur d'eux-mêmes, quoi. Il y a une sorte de méfiance qui s'est créée, mais ils savent pas que c'est eux, quoi. C'est ça les Sea People dans le film, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que, au fait, ces vétérans intelligents, rusés et tout, sont devenus les barbares dont parle le monde entier et qui effraient le monde, quoi. Ils sont devenus ce qu'ils craignaient depuis le début. C'est fascinant, encore une fois. Après, si on doit parler un peu des influenceurs racistes concernant Lupita Nyong'o, elle est parfaite, elle est encore mieux la deuxième fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de phrases que j'ai pas forcément captées au premier visionnage. C'est un film de 3 heures quand même. Elle est parfaite parce qu'elle est avec plein de cicatrices sur un côté du visage. Et t'as Jon Bernthal qui dit cette phrase en mode « On avait envoyé 1000 vaisseaux, ah non, 500 » ou quelque chose comme ça. En fait, bon, il la dévalorise complètement. Et on comprend en fait que c'était pas pour elle qu'ils ont fait ça. C'est pour de l'argent. C'est pour une excuse économique de merde et ils étaient prêts à la tuer, entre guillemets, quoi. À lui faire du mal. En fait, la beauté, littéralement, d'Hélène de Troie a été bafouée. Ils lui ont foutu des cicatrices sur le visage, quoi. Ils l'ont blessée pour la guerre. Et elle se sent coupable. Pas parce qu'elle est moins jolie, parce qu'en fait, sa guerre s'est faite en son nom. Et elle se sent coupable aussi. Tout ça à cause d'elle. En réalité, évidemment, c'est pas Hélène de Troie qu'on voit sur cette image, c'est sa sœur jumelle, mais encore une fois, c'est intéressant, la jumelle, voilà, c'est le truc diamétralement opposé, les deux prisonnières et tout, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que le choix, déjà, il est génial parce que c'est le seul personnage noir de l'œuvre, du coup, elle ressort vraiment du tas, et tu comprends pourquoi les gens sont allés à la guerre
pour elle, parce que voilà, elle est tellement unique et belle et incroyable, mais surtout que c'est avant tout une excuse, quoi. Ils s'en foutent d'Hélène de Troie. Mais même lorsqu'ils l'ont eu, ils l'ont un peu défiguré, quoi. En fait, ils ont aucun respect, même pour la chose qu'ils ont conquise. Et c'est ça que je trouve fascinant et beau. Et la petite phrase qu'elle a à Télémaque en mode je m'excuse, c'est hyper touchant, quoi. Donc je trouve ça génial. Je trouve que c'est un super choix de personnage, de casting, et la manière dont c'est traité, c'est encore une fois nouveau. C'est fort, quoi. Et Elliot Page, bah franchement pareil, hein. Dès qu'il a commencé à jouer, les gens ils ont fermé leur gueule. Il y a même des connards, des influenceurs qui ont commencé à inventer des trucs. Ouais, mais sinon il n'existe pas et tout. Si, sinon il existe. Il a exactement le même rôle dans la mythologie que dans le film. C'est juste que vous êtes tellement transphobe concernant Elliot Page et raciste concernant Lupita qu'il faut aller se faire soigner. C'est pas possible, vraiment. Donc de toute façon, voilà, 2 scènes géniales avec Elliot Page, celle-ci et celle en enfer, et ça cartonne. Enfin franchement, est vendu du rêve, clairement. Et l'armée des géants, il y a plein de gens qui se plaignent, ouais, c'est des grosses armures et tout. Alors encore une fois, c'est l'opposition de l'âge de bronze versus ces mecs en armure de fer, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et surtout, c'est ce que vivent tous les paysans ou tous les, je sais pas, les gens qui vivent sur des îles qui voient arriver des mecs en armure, les piller, les tuer, quoi. Ces gens-là, ces géants, représentent littéralement les vétérans de Troie et l'armée d'Ulysse et d'Agamemnon. En fait, là, Ulysse, il subit ce qu'il fait subir aux gens. Et c'est intéressant parce que dans la mythologie, c'est des géants cannibales et tout. Ça aurait été bizarre d'avoir 2 fois des cannibales parce que le Cyclope, c'est un cannibale aussi, techniquement, plus ou moins. Enfin, voilà, un mangeur d'hommes, en tout cas. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est pas répétitif de une par rapport à ça. Mais surtout qu'en fait, c'est voilà, le miroir de ce que les autres subissent. En fait, là, eux voient des gens en armure, mais les gens qui étaient pillés, tués et tout, ils voyaient des gens en armure quand Ulysse arrivait et tout. C'est ça qui est intéressant, ça qui est fort. Limite, il fallait plus de scènes pour montrer son armée en train de piller, tuer des gens, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée et que ça marche bien. Puis la scène elle est dantesque, c'est super, quoi. Surtout que ça commence avec un enfant, l'innocence et tout, je vais pas me répéter. La scène des sirènes, moi je trouve que le pitch il est super parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, on aurait aimé voir les sirènes, on aurait aimé voir dévorer le mec et tout qui saute. Franchement, les sirènes, on a déjà vu 1 milliard des sirènes au cinéma, dans les séries et tout. C'est bon, j'ai pas besoin de revoir des sirènes. Et l'approche des sirènes, le fait que le focus soit fait sur Ulysse, que tu vois pas vraiment les sirènes au loin et tout, c'est génial comme idée. Et la phrase, non mais franchement, le speech qu'il a, What you most want is what you most can't have. C'est génial. Ce que tu veux le plus est ce que tu ne peux pas avoir. And what you most can't have is what you already had and lost. C'est super. Je suis au bout de ma vie, désolé pour l'accent, mais en gros, ce que tu veux le plus, tu ne peux pas l'avoir, car c'est ce que tu avais déjà et que tu as perdu. C'est l'idée d'Ulysse, quoi. En fait, Ulysse, tout le film, il se bat entre ce qu'il est devenu. Avant, c'était un mec adoré dans la cour, il rigolait, il partait à la chasse, il y avait ses gros festins et tout, il était vraiment au summum de sa vie. Il avait un enfant, une belle femme et tout, ça se passait trop bien. Il va à la guerre, le mec, il dit une phrase que j'adore, « We spent 10 years on this fucking beach ». En fait, tu comprends que le mec, il en a ras le cul. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, il en a ras le cul. Du coup, il trahit le code le plus moral et fondamental de sa société. Et à cause de ça, le mec, il se rend compte qu'il a perdu tout ce qui faisait de lui une bonne personne, quoi. Il a perdu tout ce qu'il avait en lui. Et ça qui est intéressant, c'est que du coup, il mélange l'histoire avec les sirènes, avec Calypso, les lotus. Les lotus, normalement, dans la mythologie, c'est pas exactement la même scène, mais peu importe. Il mélange tout parce qu'en fait, Ulysse, il veut pas rentrer à la maison. Non pas parce qu'il veut pas voir sa femme ou quoi, mais parce que dans sa tête, il mérite pas d'entrer à la maison. En fait, il se sent tellement coupable qu'il pense qu'il doit être puni à vie. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que son retour, il a droit à une rédemption et tout, d'accord, c'est la mythologie, c'est comme ça que ça se finit, mais le fait qu'il soit tellement coupable de ce qu'il a fait et qu'il veuille se faire souffrir et tout, même si c'est dans la mythologie aussi, le fait qu'il soit attaché lui et qu'il l'entende, c'est génial encore une fois comme idée, quoi. C'est un anti-héros qu'on a là, quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien trouvé. Et j'adore cette scène avec les sirènes. Et il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est trop bizarre, regarde, les scènes de making-of et tout, l'eau était belle, c'est la Méditerranée et tout, c'était magnifique. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé les couleurs ?» Alors premièrement, il y a des couleurs très belles de l'eau, par exemple, dans le film. Et je pense qu'ils ont rebossé un peu la colorimétrie de certaines scènes pour éclairer un peu plus le film. En tout cas, en IMAX 110 mm, le film est hyper clair, hein. Franchement, l'eau, elle est claire, tout est nickel. Enfin, le film... Quand vous regardez en IMAX, je pense classique aussi, mais en 70 mm, c'est une claque en termes de couleurs. C'est vibrant, c'est beau. Franchement, c'est pas un film sombre du tout. Peut-être en sens classique, c'est moins marquant, mais j'ai pas trouvé le film. De toute façon, quand je suis sorti de ma séance, je parlais aux autres gens, ma séance classique, hein, on se disait, putain, c'est vrai que dans la bande-annonce, c'est bien plus sombre qu'au cinéma. Là où au cinéma, ça va. Et il y a des gens qui disent, ouais, ils auraient dû mettre les couleurs de la Méditerranée. Alors, premièrement, ils ont tourné sur la Méditerranée. Donc, beaucoup des scènes que vous voyez en making-of, l'eau, elle est pas claire, elle est pas turquoise et tout. La Méditerranée, quand il fait moche, c'est pas turquoise non plus, premièrement. Deuxièmement, c'est une direction artistique. En fait, vous pouvez pas faire des scènes comme ça en mode, regardez, c'est Ulysse seul sur son petit radeau et en même temps, littéralement, avoir une eau turquoise magnifique. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça.
Vraiment, c'est pas possible. Ça serait n'importe quoi. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, l'eau et la couleur du film est en lien avec les émotions du film. C'est un film tragique, c'est un film triste. Allez revoir 3. 3, vraiment, il fait trop beau, quoi. J'en parlerai cette semaine. Hein. Mais 3, c'est des belles couleurs, c'est turquoise. Mais c'est pas en Méditerranée. Hein. 3, c'est tourné au Mexique, par exemple. Bref, il y a plein de trucs comme ça, on en reparlera par rapport à 3. Mais voilà, c'est pas une eau turquoise parce que la DA, c'est pas le turquoise. La DA, c'est la tristesse d'Ulysse, la galère, littéralement, ce qu'il a vécu, subi ces dernières décennies. Donc, fallait pas voir une eau trop belle, quoi. Et c'est pas l'approche Nolan. Nolan a toujours été très froid, quoi. Mais c'est quand même plus éclairé que beaucoup. Et il y a plein de gens qui sont contents de la scène des dauphins. Il y a une séquence de quelques secondes dans le film avec des dauphins, et c'est des vrais dauphins, c'était pas prévu, ils l'ont gardé dans le film, et c'est trop bien, en réalité. Maintenant, pour parler du cheval, c'est marrant parce que ce plan-là, qui est incroyable, qui est épique, il est pas dans le film, il est dans la bande-annonce, mais pas dans le film. Il y a des gens, j'en peux plus, parce qu'en fait, ils se plaignent que dans le cheval, il y a des gens qui meurent à cause de la marée. Ils sont en mode, mais attendez, en fait, c'est la mer, il n'y a pas de marée. Déjà, il y a des mers où il y a un peu de marée, quand même, donc ça monte, ça descend, mais surtout qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout. C'est un film, encore une fois. On n'en a absolument rien à faire de ça. C'est juste un film, c'est une excuse pour avoir des morts et ce genre de trucs. Et j'aime bien le délire avec Ulysse et Ménélas qui sortent du cheval et qui ont des crampes. Tu sais, genre, ils ont du mal à marcher un petit peu, ils galèrent. Bah, normal. Ils étaient dans le cheval pendant des jours. C'est normal qu'ils aient un peu du mal à marcher par la suite. Et il y a tout un détail sur... Vous savez, il y a un mec qui se fait poignarder avec une épée et c'est Ulysse qui nettoie la lame pour pas qu'il y ait de sang. Il y a plein d'idées comme ça qui sont trop cool, qui marchent bien. Le Cyclope, j'étais un peu déçu au premier visionnage. Bah écoutez, en IMAX 110 mm, j'ai pris ma claque et je ferme ma gueule. Hein. Sans déconner, hein. Je trouve que c'était impressionnant de fou. Je trouve qu'en termes de rythme, vu que je l'ai revu, que je savais déjà à quoi m'attendre, c'était bien mieux. Il était massif, il était incroyable. Le cri du Cyclope en IMAX, oh là, il est traumatisant. J'ai adoré le cri du Cyclope. C'était exceptionnel. J'ai trouvé cette scène tellement meilleure, l'une des meilleures scènes du film. En revoyant la scène en IMAX, quand tu vois le Cyclope entassé dans la grotte et tout, qui galère, le Cyclope qui fait 20 mètres de haut devant toi, même plus que ça, 27 mètres de haut, je sais pas quoi. Incroyable. Sans déconner, incroyable. En IMAX, claque absolue. C'est tellement plus triste, plus touchant, mieux rythmé. Franchement, j'étais sur le cul cette fois-ci. Encore une fois, c'est trop explicatif, hein. Ils nous refont la même. Il y a une scène, et c'est comme ça tout le film, hein. Il y a une scène où ils disent, avant de tuer le Cyclope, le rocher. En fait, toi, quand t'es normal, tu comprends que quand tu dis le rocher, bah, il faut que quelqu'un le bouge, c'est-à-dire le Cyclope. Mais là, ils expliquent. En fait, tout le film, c'est hyper explicatif. C'est un peu dommage, c'est Nolan, quoi. C'est un peu triste par rapport à ça. Mais il y a aussi une partie des gens qui sont déçus par rapport à la ruse d'Ulysse, parce qu'à la base, Ulysse, il parle au Cyclope, ils essaient de négocier avec lui. L'approche de Nolan, c'est plus genre Guillermo del Toro, en mode horreur et tout. Mais en réalité, il parle, il négocie, et il dit, Ulysse, que son nom est personne. Et quand il va poignarder avec son équipage l'œil de Polyphème en français, il va littéralement lui dire mon nom est personne. Et donc Polyphème, quand il va faire appel à ses amis Cyclope et à Poséidon, il va dire je me suis fait poignarder par personne. Mais justement, dans sa guerre contre son ego, son hubris, en fait, Ulysse va dire, alors qu'il est sur son navire en train de partir, il va dire à Polyphème qu'il est Ulysse. Et c'est là que Poséidon va évidemment aller faire chier Ulysse et tout son équipage. C'est de l'ego, encore une fois. Et là, on l'a. Il n'y a pas de discussion avec le Cyclope, hein. On est d'accord et tout. Mais en réalité, il y a cette séquence avec de l'ego quand il va tirer à l'arc sur le Cyclope alors qu'ils ont réussi à s'échapper. Ça existe. C'est différent, mais ça existe. J'aurais bien aimé des négociations avec le Cyclope, hein. J'aurais kiffé, rien à dire là-dessus. Mais c'est que c'est pas l'approche de Nolan, c'est pas ce qu'il voulait mettre en place. Et c'est pour ça qu'il a quand même gardé cette idée. Alors c'est pas de la ruse, mais c'est lui et son ego. C'est ce qui intéresse le plus dans le film. Et surtout qu'en fait, il tire sur Cyclope parce qu'il recrache le casque de l'un de ses amis ou soldats, peu importe, et il voulait l'honorer. Et ça l'énerve de voir deuxième fois le casque de quelqu'un comme ça qui sort de la bouche d'un monstre. Et forcément, il tire. Je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, concernant les dieux, et plus principalement Athéna, bah en fait, les dieux, ils existent autant dans l'univers du film que dans l'univers dans lequel on vit, tout simplement. Les dieux dans l'Odyssée, ils n'existent pas vraiment. Genre Athéna, on a bien compris qu'en fait, c'était ou une civile, ou on a l'impression un peu une prêtresse qui a été tuée à Troie, qui n'a rien demandé, mais c'est la rage. Comme ils disent dans le film, c'est 10 ans de rage. Ils se sont libérés d'un coup sur une ville et l'ont complètement terrassée. Mais en théorie, les dieux n'existent pas. On voit jamais des dieux. Dans le film, on les voit jamais, c'est sous-entendu. Genre, voilà, le ciel, littéralement la tempête, voilà, les mers et tout. Voilà, il y a des choses par rapport aux dieux, mais il n'y a jamais de dieu. Et Athéna, la seule déesse, n'est pas vraiment Athéna en théorie, c'est la représentation de la culpabilité d'Ulysse. Donc il n'y a pas vraiment de dieu dans l'œuvre. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais c'est l'approche un peu contemporaine, c'est-à-dire comme nous.
Nous, il n'y a pas de dieu, on n'a jamais vu un dieu chez nous. Mais peut-être ils existent. Et c'est un peu ça aussi, c'est la même approche quoi. Donc il y a plein de gens qui vont se plaindre du fait que c'est pas assez mythologique. Bon écoutez, il y a un cyclope, il y a quand même un serpent à 6 têtes, 7 têtes, je sais même plus combien. Donc il y a quand même des choses mythologiques. Peut-être pas beaucoup, mais c'est Nolan quoi. C'est son approche, c'est comme ça que lui, il voit les choses et je trouve que c'est un bon équilibre et ça marche bien dans le film. Mais les dieux, en théorie, pourraient ne pas exister. Ils représentent juste la nature, la culpabilité et ce genre de choses. Et j'aime bien ça, je trouve que ça marche bien et c'est plutôt cool. Concernant Robert Pattinson, il y a un truc que j'avais pas dit dans ma critique, c'est que oui, il est pathétique et tout, mais il est en armure. Il est en armure de guerre. Mais il n'a jamais fait la guerre. Il est jamais parti au combat. Il fait genre, c'est tout. Il fait juste genre. Il a fui la guerre comme un bébé au début. Il a brisé sa promesse de faire attention à sa ville d'Ithaca, de bien s'occuper des autres. Il a fait n'importe quoi. C'est un traître, un menteur, un manipulateur. À la fin, il se bat même pas avec Ulysse. Il veut même fuir. Il sait qu'il va pas survivre. Du coup, il se bat pas. Il demande aux autres de prendre la lance, le bouclier, l'épée. Il ne se bat pas. C'est un énorme lâche, littéralement, dans l'œuvre. Et il est quand même en armure pour faire genre, quoi. Pour se la péter. Mais ça ne marche pas. C'est comme Agamemnon. Hein. Agamemnon, en fait, j'en ai parlé dans ma critique de ça. Mais il est tout petit. Voilà, c'est un peu infragile. Il ne fait rien. Après, voilà, encore une fois, les gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas assez de mythologie, je peux comprendre. Il y a des frustrations par rapport peut-être à Charybde et Scylla. Je sais pas comment on dit en réalité. J'ai vu des gens dire qu'il fallait une bouche par exemple et tout. Moi j'aime bien ce côté très simple de la chose. Oui, c'est une séquence qui va vite, qui est vite expédiée, mais quand tu vois le film, en termes de rythme, ça passe bien. Des gens qui sont plaints que c'était trop blockbuster. Bon écoutez les gens, vous regardez quand même un film de blockbuster quoi. C'est un Nolan à 250 millions. Ça va être un film d'action, quoi. C'est comme ça, Nolan, il fait des films d'action, façon de base. Même Oppenheimer, c'est plus un film d'action qu'autre chose, quoi. Donc oui, ça, c'était peut-être un peu décevant pour des gens, mais c'est l'approche de Nolan, quoi. Fallait pas s'attendre à autre chose qu'un blockbuster. Nous, on demande juste des blockbusters bien faits, comme c'est le cas ici. J'avais dit une bêtise dans la critique aussi concernant la scène d'amour entre Pénélope et Ulysse. C'est pas la scène de conception de Télémaque, parce que Télémaque, il est à côté, il regarde justement Télémaque, et il veut pas partir à la guerre à cause de ça. Il voit son fils ici, sa femme, donc bref, j'ai dit une petite bêtise par rapport à ça. Circé, il y a plein de gens qui comprennent pas qu'elle a été violée, alors non pas par l'équipage d'Ulysse, mais elle fait partie de ces gens-là, qui étaient là, qui littéralement subissaient les invasions des Sea People, donc des vétérans de la guerre de Troie. Elle a été clairement violée, c'est sous-entendu, elle a subi des choses horribles, et j'aime beaucoup la phrase, sans me répéter par rapport à la critique, de remettez vos déguisements, pour parler des cochons qui se retransforment en humains. C'est ça leur déguisement, c'est leur corps d'humain. Je trouve que c'est génial, surtout quand tu sais qu'en fait l'adaptation de Nolan vient d'un bouquin écrit par une femme qui a une approche un peu plus féministe justement à l'Odyssée. Ça veut pas dire que les personnages féminins sont bien écrits dans l'Odyssée, genre ça fait le taf mais sans plus quoi. C'est pas le cœur du film, mais Circé elle est intéressante et surtout qu'en fait elle est vaincue par l'empathie. Elle a une relation complexe avec plein de monde, dont sa sœur et tout, mais elle est vaincue par une empathie et elle comprend ce besoin de retourner à la maison. Et ça, c'est une thématique assez forte dans l'œuvre. Le truc que j'ai moins aimé par rapport à Télémaque quand j'ai revu le film, c'est son voyage. En fait, on dirait pas qu'il part pendant un moment, et il y a un retour un peu triomphant. Genre, il est revenu, il a survécu, ça fait des années qu'il est pas revenu à la maison et tout. Donc, il y a vraiment un retour en mode bravo, c'est trop cool, mais tu le ressens pas du tout dans le film. Le passage du temps concernant Télémaque, c'est compliqué. Concernant Ulysse, ça va. Concernant Télémaque, j'ai pas du tout ressenti le voyage et c'est un peu dommage, c'est un peu rushé. Ensuite, pour Himesh Patel, je vais le redire, hein, Himesh Patel pour moi c'est l'un des meilleurs acteurs du film. Il gère, il est trop fort, j'adore ce qu'il représente. En fait, il est très rationnel à certains moments, genre par rapport à Ulysse, par rapport à la mutinerie qu'il met en place, par rapport aux choses qu'il faut faire pour les soldats, l'équipage, parce que parfois Ulysse il est un peu déconnecté de tout ça. Mais lui, il est complètement connecté à ça, il comprend ce qui se passe. Et en même temps, bah, il déconne quoi. C'est entre la folie et la raison. Parce que parfois, il fait de la merde. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est un bon équilibre entre ces deux faces de ce genre de personnalité, de l'équipage et tout. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans l'œuvre. C'est que justement, il représente un truc qui est pas dingue, quoi. Qui est pas dingue dans le sens où le mec veut juste vivre, survivre. Et c'est pas non plus une relation extrêmement antagonisante avec Ulysse et tout. C'est vraiment une relation, bah, ils étaient amis à un moment. Là, ils sont plus amis parce que voilà, ils sont pas d'accord. Il y a un truc vraiment où ils étaient pas non plus hyper amis. Donc c'est un bon équilibre où tu comprends ce personnage, tu ressens la relation qu'il a avec Ulysse et le reste de l'équipage. Et c'est un bon juste milieu, genre professionnel, qui marche bien, qui est cool, que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans l'œuvre. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Donc franchement, concernant voilà, cette œuvre qu'on a ici, c'est mieux au deuxième visionnage. Il y a des choses que j'ai plus appréciées, surtout en IMAX 110 mm. Il y a des choses qui sont moins bien. Toujours, je trouve que le début, il est compliqué. Le début du film, le rythme, genre les 40 premières minutes avant d'arriver au voyage d'Ulysse, c'est un peu long, c'est trop d'exposition, c'est un peu, d'après moi, problématique en termes de rythme, vraiment, de montage et tout. La scène de fin, toujours, c'est pas bien, quoi. La scène de combat final, je la trouve vraiment atroce. Mais bon, globalement, il n'y aura pas de version longue. En revoyant le film,
j'ai compris qu'il n'y aura pas de version longue. Parce qu'il fait jamais ça, Nolan, premièrement. Mais surtout qu'en fait, il a raconté l'histoire qu'il voulait. J'aurais aimé, moi, des choses plus longues et tout, surtout au premier visionnage, en mode, il y a des choses que j'ai peut-être pas 100% comprises et je voulais un peu plus de choses. Mais globalement, la vérité est qu'il n'y aura pas de version longue parce qu'il a tout dit, je pense, aujourd'hui. Il y a des choses qui sont bien, moins bien. En fait, l'IMAX 110 mm, ça amplifie les choses. Il y a des choses qui sont bien, qui deviennent peut-être trop bien, et des choses qui sont nulles, qui deviennent peut-être super nulles. Voilà, comme le Cyclope, c'était bien, c'est devenu super bien. La scène de fin, c'était nul, c'est devenu super nul, d'après moi. Mais ça se voit, c'est sa version finale à lui. Moi, je dis pas non à une version longue. Hein. Attention, hein, moi, je suis chaud. Hein. S'il faut en avoir une, je suis carrément chaud pour en avoir une. Mais je pense pas qu'il y en a besoin. Je pense pas que c'est la direction dans laquelle va aller clairement Nolan. Donc, je pense pas que ça va se faire. Mais en tout cas, en termes de film, bah, c'est quand même très très bien, quoi. C'est le blockbuster de l'été, c'est kiffant. Rien à dire, quoi. C'était un super film et je voulais vraiment en reparler une dernière fois sur YouTube parce que franchement, j'avais beaucoup de choses à dire. C'est un film qui t'inspire, t'as envie de parler de plein de trucs et tout. C'est un gros film, danse et tout. Il y a plein de débats, discussions sur internet par rapport à ça. Si j'ai des choses à redire, je les redirai sur TikTok, Instagram. Mais voilà, c'était un peu mon avis sur l'Odyssée. Maintenant que j'ai revu 2 fois, je vais pas le revoir une 3e fois. Ça m'a suffi, mais je le rachèterai en Blu-ray, c'est évident. Je le reverrai à la maison un jour. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'Odyssée. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Abonnez-vous à Cyborgos VPN pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Et j'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.